Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise à l'idée d'être seul avec vous-même, comme si ce silence pesant devenait insoutenable? Ce moment où vous saisissez votre téléphone, allumez la télévision ou mettez de la musique, simplement pour éviter ce vide? Vous n'êtes pas seul. Dans un monde de plus en plus bruyant, où les notifications et les distractions s'enchaînent sans répit, beaucoup ressentent cette peur de la solitude, ce besoin d'échapper à leur propre compagnie. Mais, et si je vous disais que ce sentiment d'inconfort cache en réalité une opportunité inestimable? C'est précisément ici que le stoïcisme intervient. Imaginez-le comme un phare de sagesse qui guide ceux qui se perdent dans le tumulte mental et émotionnel de la vie moderne. Cette ancienne philosophie, bien plus qu'un simple courant de pensée, devient une véritable boussole pour quiconque cherche à se recentrer, à cultiver une relation profonde et authentique avec soi-même. Aujourd'hui, sur Astérisque Sagesse en évolution Astérisque, nous allons plonger ensemble dans des enseignements précieux issus de la sagesse stoïcienne. Des leçons sélectionnées avec soin, qui ont le pouvoir de transformer votre manière de vivre et de percevoir la vie. Imaginez que chaque conseil, chaque réflexion que nous allons partager soit comme une clé capable de débloquer des parties de vous-même que vous pensiez inaccessibles. Des parties où la paix intérieure n'est pas un rêve lointain, mais une réalité tangible. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vous garantis que l'une de ces leçons pourrait bien être celle qui changera votre vie pour toujours. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une opportunité. Peut-être même que, juste avant cette vidéo, vous étiez sur le point de décrocher, de passer à autre chose, mais je vous invite à rester, à écouter. Cette vidéo n'est pas simplement un énième contenu de motivation, elle est un appel à retrouver ce qui sommeille en vous, à redécouvrir la force cachée dans votre propre silence. Vous le sentez au fond de vous, cette envie de comprendre, de grandir, de dépasser les obstacles intérieurs. Alors laissez-vous guider. Dans les minutes qui suivent, nous allons explorer ensemble des concepts et des pratiques qui pourraient vous aider à apaiser ce bruit constant, à voir plus clair, à mieux naviguer dans la vie malgré les tempêtes. Je vous lance un défi, un seul. Restez jusqu'à la fin, écoutez chaque enseignement et voyez par vous-même l'impact que cela peut avoir sur votre vie. Une seule réflexion pourrait suffire à déclencher un déclic, à changer votre perspective sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Alors, êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage introspectif? À prendre un moment pour vous offrir un espace de réflexion et de calme? Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien être le début d'un changement profond. Et n'oubliez pas, si vous appréciez ce que vous entendez, si ces leçons résonnent en vous, abonnez-vous à Astérisque Sagesse en évolution Astérisque, activez la cloche pour ne rien manquer, et partagez cette sagesse autour de vous. Restez avec nous, car chaque seconde de cette vidéo pourrait bien être celle qui fait toute la différence. Cultivez une amitié avec soi-même. Dans les moments de solitude, il est facile de chercher des distractions pour fuir le malaise de se retrouver seul face à soi-même. Qui n'a jamais ressenti ce besoin presque irrésistible de saisir son téléphone, de se plonger dans le défilement sans fin des réseaux sociaux, ou de mettre la télévision en fond sonore, simplement pour éviter de faire face à ses propres pensées. Pourtant, la solitude offre un potentiel bien plus grand que celui de se distraire. Elle offre une occasion unique de se découvrir véritablement, de cultiver une amitié avec soi-même, une relation qui peut devenir l'un des plus grands piliers de votre existence. Le stoïcisme, cette sagesse intemporelle, nous apprend que la véritable paix ne se trouve pas à l'extérieur, mais au plus profond de nous-mêmes. Le sage veut toujours être avec lui-même, disait Épictète, et cette phrase résonne comme un appel à réévaluer notre relation avec nous-mêmes. Mais que signifie réellement être son propre ami? Cela signifie accepter de s'asseoir en silence, d'écouter ce que notre esprit a à dire, même si cela peut être inconfortable. Au lieu de chercher refuge dans le bruit extérieur, nous apprenons à accueillir le calme intérieur, à l'apprivoiser, à le transformer en un espace où nous pouvons véritablement nous connaître. Imagine un instant un ami proche, quelqu'un en qui tu as une confiance totale. Avec cet ami,
Tu te sens libre d'être toi-même, sans masque, sans crainte de jugement. Cette relation de confiance et de soutien, c'est exactement celle que tu peux bâtir avec toi-même. Mais au lieu de chercher ce réconfort dans la présence de quelqu'un d'autre, il s'agit ici de le trouver en soi. Pour y arriver, il est nécessaire d'apprendre à écouter nos propres pensées, même celles qui nous dérangent, et à les comprendre plutôt que de les fuir. Prenons un exemple concret. Imagine un jeune homme qui traverse une période de doute, de questionnement sur sa vie et ses choix. Chaque soir, pour échapper à cette incertitude, il se plonge dans les séries ou les jeux vidéo jusqu'à ce que l'épuisement le pousse à dormir. Pendant un temps, cela lui permet d'éviter de penser, mais au fond, il sent bien que cette fuite ne le satisfait pas. Un jour, il décide de faire différemment. Au lieu de s'évader, il s'assoit seul, dans le silence, et prend le temps de noter ses pensées, ses inquiétudes et ses rêves. Les premières fois sont difficiles, ses pensées se bousculent et le silence lui pèse. Mais à force de persévérance, il commence à apprécier ces moments avec lui-même. Il découvre des passions qu'il avait oubliées, des peurs qu'il n'avait jamais osé affronter, et des forces dont il ignorait l'existence. Ce temps passé avec lui-même devient une source de réconfort et de clarté, quelque chose de bien plus enrichissant que la distraction. Cultiver cette amitié intérieure, c'est aussi apprendre à se parler avec bienveillance. Trop souvent, nous sommes nos propres critiques les plus sévères. Nous nous blâmons pour nos échecs, nous nous comparons aux autres, nous jugeons nos imperfections. Mais, tout comme une véritable amitié ne peut exister sans compassion et compréhension, nous devons apprendre à nous traiter avec la même douceur. Cela signifie se pardonner pour les erreurs du passé, reconnaître ses qualités, et se donner le droit d'être imparfait. C'est un processus lent, comme toutes les relations authentiques, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. Un autre aspect important de cette amitié avec soi-même est l'acceptation de ses propres pensées et émotions, sans chercher à les changer ou à les rejeter immédiatement. Le stoïcisme nous enseigne que nos pensées ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ce sont simplement des pensées. Ce qui importe, c'est la manière dont nous choisissons de les percevoir et de les comprendre. Plutôt que de fuir une pensée anxieuse ou une émotion négative, pourquoi ne pas prendre un moment pour l'examiner? D'où vient-elle? Que révèle-t-elle de nos peurs, de nos attentes ou de nos désirs? En acceptant de nous confronter à nous-mêmes, nous développons une compréhension plus profonde de nos motivations et de nos besoins. Cette introspection régulière, ce tête-à-tête avec soi-même, nous aide à nous recentrer sur l'essentiel. Dans la solitude, sans le brouhaha des attentes des autres, nous pouvons enfin entendre cette petite voix intérieure qui sait ce qui est bon pour nous, mais que nous ignorons trop souvent. C'est dans ce silence que l'on découvre ses véritables passions, ses valeurs profondes, celles qui vont au-delà de ce que la société valorise. Il ne s'agit pas seulement de se connaître mieux, mais de se rapprocher de sa propre vérité, de ce que l'on veut vraiment dans la vie, et non de ce que l'on croit devoir vouloir. Pourtant, cette amitié avec soi-même demande du courage, car elle implique de regarder honnêtement ses défauts, ses faiblesses, ses peurs. Mais c'est aussi cette honnêteté qui nous permet de nous améliorer, de devenir plus forts. En apprenant à nous accepter tels que nous sommes, nous gagnons en confiance et en sérénité. Nous n'avons plus besoin de nous conformer aux attentes des autres, car nous savons que notre valeur ne dépend pas de leur approbation. Nous trouvons en nous la force de tracer notre propre chemin. Et lorsque nous parvenons à cette sérénité intérieure, tout change. Nos relations deviennent plus authentiques, car nous n'avons plus peur de montrer qui nous sommes réellement. Nous sommes capables de poser des limites, de dire non quand cela est nécessaire, car nous ne craignons plus de déplaire. Nous comprenons que notre bonheur ne dépend pas des autres, mais de notre capacité à être en paix avec nous-mêmes. Apprendre à être son propre ami, c'est un premier pas vers une existence plus paisible et alignée avec soi-même. Mais une fois que nous avons découvert cette force intérieure, il devient tout aussi essentiel de savoir accepter la solitude, de l'apprécier pour ce qu'elle peut nous offrir. Dans la prochaine partie, nous verrons ensemble comment la solitude, loin d'être une ennemie,
peut devenir une alliée puissante pour notre développement personnel et notre quête de sérénité. Restez avec nous pour explorer l'importance de la solitude dans la recherche d'une paix intérieure durable. L'importance de la solitude. La solitude n'est pas une malédiction, c'est une opportunité. C'est une pause précieuse au milieu du tumulte de la vie, un moment pour arrêter de courir et simplement écouter. Dans notre société hyperconnectée, la solitude est souvent redoutée, perçue comme une forme d'échec ou de vide à combler. Mais c'est en réalité une chance de redécouvrir qui nous sommes, loin des attentes et des pressions extérieures. La solitude, bien vécue, devient une source de clarté et de force. Se retrouver seul avec soi-même, sans distraction, peut être inconfortable au début. Beaucoup craignent le silence, de peur de ce qu'ils pourraient entendre en eux. Pourtant, c'est précisément dans ce silence que se cache une richesse insoupçonnée. C'est là que se manifeste notre véritable voix intérieure, celle qui n'est pas influencée par le bruit extérieur, par les avis des autres ou par le rythme effréné de la vie quotidienne. Marc Aurèle, l'un des plus grands penseurs stoïciens, l'a bien résumé. Nulle part l'homme ne trouve de retraite aussi paisible que dans l'intimité de son âme. Il savait que le vrai refuge, la véritable paix, ne se trouve pas en fuyant vers l'extérieur, mais en plongeant en soi-même. Prenons l'exemple de quelqu'un qui traverse une période de grand stress au travail. Les attentes, les délais serrés, la pression des collègues et des supérieurs le poussent à constamment chercher des échappatoires pour ne pas sombrer dans l'anxiété. À chaque pause, il se tourne vers son téléphone, regarde des vidéos ou discute de manière superficielle avec ses proches, espérant ainsi alléger son esprit. Mais cette fuite vers l'extérieur ne fait que masquer temporairement son malaise. Un jour, il décide de changer d'approche. Au lieu de chercher constamment la distraction, il prend une demi-heure chaque soir pour se promener seul dans un parc, sans musique, sans téléphone. Au début, le silence lui pèse, il ne sait pas quoi faire de ses pensées qui fusent dans tous les sens. Mais peu à peu, ces moments de solitude deviennent pour lui un espace de ressourcement, un lieu où il peut trier ses idées, réfléchir sur ses envies et ses priorités. Il réalise qu'il n'a plus besoin de fuir ses pensées. Il apprend à les accueillir, à les comprendre. La solitude devient alors un miroir qui reflète notre état intérieur, nos peurs, nos désirs profonds. Elle nous permet de prendre conscience de nos forces et de nos faiblesses, sans jugement. Parfois, c'est dans ces moments que l'on se rend compte des choses que l'on refoulait depuis longtemps. Une insatisfaction latente, un besoin de changement, ou même une passion que l'on a négligée. Être seul, c'est se donner la permission de se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis vraiment heureux dans ma vie actuelle? Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir? Pourquoi suis-je si inquiet à propos de l'avenir? C'est dans le silence de la solitude que ces questions trouvent enfin la place de se poser. La solitude nous apprend aussi à devenir plus autonomes, à ne plus dépendre de la validation extérieure pour nous sentir en paix. En passant du temps seul, on réalise que notre valeur ne dépend pas des compliments ou de l'attention des autres. C'est une expérience profondément libératrice. Prenons un autre exemple, celui d'une femme qui, après une rupture difficile, ressent un vide immense. Elle avait l'habitude de partager chaque moment de sa vie avec son partenaire et se retrouve soudainement face à elle-même. Au début, la solitude est douloureuse, elle lui rappelle tout ce qu'elle a perdu. Mais elle décide de ne pas fuir cette sensation. Elle commence à pratiquer la méditation, à noter ses pensées et à prendre du temps pour redécouvrir ce qui la passionne. Avec le temps, elle se rend compte qu'elle n'a plus besoin de quelqu'un pour se sentir complète. Elle découvre la satisfaction de pouvoir apprécier un coucher de soleil, de s'offrir un café dans un parc, de se promener en écoutant le bruissement des feuilles. Ce qui était au départ un vide est devenu une opportunité pour reconstruire sa vie, pour apprendre à s'aimer et à se comprendre sans l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Pourtant, la solitude ne se résume pas à de simples moments de pause ou de réflexion. C'est aussi une discipline, une pratique régulière à cultiver, comme on cultive un jardin intérieur. Chaque jour,
Prendre un moment pour s'éloigner du bruit, des notifications, des sollicitations. Méditer quelques minutes, marcher sans but précis, écouter ses propres pensées sans les juger. C'est un acte de soin envers soi-même, une manière de dire « Je mérite de m'accorder du temps, de me connaître et de me respecter ». La solitude peut aussi être un moyen de développer une résilience émotionnelle. En apprenant à apprécier sa propre compagnie, on devient moins vulnérable au haut et au bas de la vie sociale. Lorsque les critiques ou les éloges des autres viennent à manquer, cela ne nous affecte plus autant, car notre estime de soi est ancrée dans quelque chose de plus profond. Imaginez un arbre au milieu d'un champ. Lorsqu'il grandit à l'écart des autres, il apprend à s'enraciner profondément pour faire face au vent et aux tempêtes. De la même manière, une personne qui accepte la solitude développe des racines solides qui lui permettent de rester debout, même lorsque la vie devient instable. La solitude nous apprend aussi à différencier l'essentiel du superflu. Lorsqu'on est seul, loin des opinions et des attentes des autres, on se recentre sur ce qui compte vraiment pour nous. On apprend à apprécier les petites choses de la vie, à se satisfaire de l'instant présent. Les préoccupations matérielles ou les pressions sociales perdent de leur importance, et l'on redécouvre une forme de simplicité. C'est une des leçons les plus profondes du stoïcisme. Savoir se contenter de ce que l'on a, trouver la paix dans le peu, et se détacher de ce que l'on ne peut pas contrôler. Embrasser la solitude, c'est découvrir une nouvelle forme de liberté, celle de n'être dépendant de personne pour être heureux. Mais pour que cette liberté prenne tout son sens, il faut aussi savoir vivre pleinement dans le moment présent, sans être hanté par le passé ni angoissé par l'avenir. Dans la prochaine partie, nous verrons ensemble comment le stoïcisme nous invite à vivre dans le présent, à saisir chaque instant comme une opportunité précieuse pour grandir et s'épanouir. Restez avec nous pour comprendre pourquoi le moment présent est la clé d'une vie plus sereine et plus épanouissante. Vivre dans le présent. Vivre dans le présent, c'est un art que beaucoup d'entre nous ont perdu de vue dans la course effrénée de la vie moderne. Nous sommes souvent piégés entre deux dimensions qui échappent à notre contrôle. Le passé, avec ses regrets, ses souvenirs, ses erreurs que l'on rumine encore et encore. Et l'avenir, avec ses incertitudes, ses inquiétudes, ses scénarios imaginaires qui nous paralysent. Mais en faisant cela, nous négligeons l'unique moment qui compte vraiment, le moment présent. Cette réalité, pourtant simple en apparence, est l'une des plus grandes leçons du stoïcisme, et elle a le pouvoir de transformer notre façon de vivre. Sénèque, l'un des plus illustres philosophes stoïciens, nous rappelle que à mesure que nous retardons la vie, elle s'accélère. Que voulait-il dire par là? Que chaque moment que nous passons à nous projeter dans un futur incertain ou à nous lamenter sur le passé est un moment que nous perdons à vivre pleinement. En repoussant sans cesse notre bonheur à demain, à un moment où tout ira mieux, nous laissons filer le temps, et avec lui, les occasions de savourer ce que nous avons déjà. C'est un peu comme si nous étions sur un train en marche, mais au lieu de profiter du paysage qui défile, nous ne faisons que regarder par la fenêtre en nous demandant ce que nous avons manqué derrière nous ou ce qui nous attend plus loin. Mais chaque instant que nous passons à faire cela, c'est un instant de la vue splendide que nous ignorons. Vivre dans le présent, cela ne signifie pas oublier le passé ou ignorer l'avenir, mais bien d'apprendre à se recentrer sur ce qui se passe ici et maintenant et à apprécier la richesse de l'instant. C'est ce que l'on appelle la pleine conscience, une pratique qui consiste à porter toute son attention sur ce que l'on vit, sans se laisser distraire par des pensées vagabondes. Cela peut sembler simple, mais en réalité, c'est un véritable défi. Dans un monde où notre attention est constamment sollicitée, se recentrer sur l'instant présent demande un effort conscient. Prenons l'exemple de quelqu'un qui se promène dans la nature, mais au lieu d'écouter le chant des oiseaux, de sentir l'odeur des arbres, il passe tout son temps à scroller sur son téléphone, à vérifier ses notifications ou à penser à ses soucis du lendemain. Il est physiquement là, mais mentalement absent. Pourtant, s'il prenait le temps de ranger son téléphone, de fermer les yeux et de respirer profondément, il découvrirait peut-être un sentiment de calme qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ce moment de simplicité, de connexion avec ce qui l'entoure,
est la porte d'entrée vers la paix intérieure. La pleine conscience nous apprend à savourer les petites choses de la vie. Le goût d'un café chaud le matin, la douceur du soleil sur notre peau, le sourire d'un passant. Ce sont ces moments, souvent banals, qui tissent la trame de notre existence, mais que nous ignorons trop souvent en quête de grands moments qui, paradoxalement, ne nous satisfont jamais vraiment. La beauté de la vie réside dans ces détails que l'on prend le temps d'observer, dans ces secondes que l'on savoure sans se précipiter vers la prochaine tâche, le prochain objectif. Vivre dans le présent, c'est aussi se libérer de la prison des regrets et des angoisses. Le passé, bien qu'il fasse partie de nous, ne peut être changé. Il est figé, et s'y attacher ne fait que rouvrir des plaies qui devraient être cicatrisées. Imagine un instant une personne qui repasse sans cesse dans sa tête les erreurs qu'elle a commises des années auparavant, comme si les revivre mentalement pouvait changer leur issue. Elle se punit pour des fautes qui ne peuvent plus être réparées, au lieu de se pardonner et de tirer les leçons de ses expériences. En agissant ainsi, elle se prive de vivre pleinement le présent, de goûter à la douceur des secondes qui passent. C'est une souffrance inutile que le stoïcisme nous invite à abandonner. De même, s'inquiéter de l'avenir ne nous protège pas des difficultés à venir. En anticipant sans cesse les pires scénarios, nous nous privons de l'énergie mentale nécessaire pour affronter les défis qui se présentent réellement. Marc Aurèle, un autre grand maître du stoïcisme, nous encourageait à se concentrer sur l'instant présent, car c'est le seul moment sur lequel nous avons un contrôle direct. Il nous rappelle que le futur est incertain et que nos inquiétudes ne sont souvent que des fantômes, des projections de notre esprit qui nous effraient mais qui n'ont aucune réalité tangible. En choisissant de se concentrer sur ce qui est à portée de main, sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour avancer, nous retrouvons une forme de sérénité. Prenons un exemple concret. Imaginez une étudiante qui prépare ses examens. Elle passe ses journées à stresser, à se demander si elle va réussir, si ses notes seront à la hauteur, si elle trouvera un emploi après ses études. Ce stress l'empêche de se concentrer sur ses révisions, de profiter des moments de détente avec ses amis, de savourer la fierté de ses petites réussites quotidiennes. Pourtant, en se recentrant sur chaque séance de révision, en vivant pleinement chaque instant passé à étudier, elle gagnerait non seulement en efficacité, mais aussi en tranquillité d'esprit. Elle se rappellerait que le seul moment sur lequel elle peut agir, c'est maintenant. Le présent, c'est l'ancrage qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie sans être emporté par les vagues du doute et de la peur. Lorsque l'on apprend à vivre dans le présent, on découvre que la sérénité n'est pas un état réservé à quelques moments de bonheur exceptionnels, mais qu'elle peut être vécue au quotidien, même au milieu des difficultés. La respiration consciente, par exemple, est une manière simple et puissante de revenir à l'instant présent. Fermez les yeux, respirez profondément, sentez l'air entrer et sortir de vos poumons, et vous verrez que le monde se calme, que les pensées s'apaisent, que le temps ralentit. Vivre dans le présent est une clé pour une vie plus sereine, mais ce n'est qu'une partie du chemin. Une fois que l'on a appris à se concentrer sur l'instant, il est tout aussi crucial de savoir contrôler nos émotions pour mieux naviguer dans la vie. Dans la prochaine partie, nous verrons ensemble comment le stoïcisme nous aide à développer cette maîtrise émotionnelle, afin de mieux gérer les situations difficiles et de rester maître de notre destin, même quand les vents sont contraires. Restez avec nous pour découvrir les secrets de la maîtrise de soi et de la tranquillité d'esprit. Contrôler ses émotions. Maîtriser ses émotions est l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés, mais c'est aussi l'une des clés les plus puissantes pour vivre une vie apaisée et équilibrée. Dans notre quotidien, nous sommes sans cesse confrontés à des situations qui peuvent déclencher en nous des vagues de colère, de tristesse, d'anxiété ou de frustration. La plupart du temps, ces émotions semblent survenir sans que nous puissions les contrôler, comme si elles avaient leur propre volonté. Mais les stoïciens, et notamment Épictète, nous rappellent que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous bouleversent, mais bien la manière dont nous les percevons. Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais nos opinions à leur sujet. Prenons un exemple très simple. Imaginez que vous êtes coincé dans les embouteillages un lundi matin, en retard pour un rendez-vous important.
Vous ressentez immédiatement une montée de stress, une irritation qui transforme ce moment en véritable épreuve. Vous vous dites que tout cela est injuste, que vous n'arriverez jamais à l'heure, que cette journée commence déjà mal. Pourtant, la situation elle-même est neutre. Il s'agit simplement de voitures qui ne bougent pas. Ce qui transforme cette expérience en source de stress, ce sont les pensées que vous y associez. Si, au lieu de cela, vous preniez un instant pour respirer profondément, pour accepter que le trafic est hors de votre contrôle et pour vous dire que vous ferez de votre mieux une fois arrivé, votre expérience changerait radicalement. Vous ne pouvez pas changer l'embouteillage, mais vous pouvez changer la manière dont vous y réagissez. C'est exactement ce que le stoïcisme nous invite à faire. Reprendre le pouvoir sur nos réactions, plutôt que de nous laisser emporter par elles. Cette maîtrise ne signifie pas réprimer nos émotions ou les ignorer. Au contraire, il s'agit d'apprendre à les observer, à les comprendre, pour ensuite choisir la réponse la plus appropriée. Lorsque vous ressentez une émotion forte, au lieu de réagir immédiatement, faites une pause. Fermez les yeux un instant, inspirez profondément et demandez-vous « Pourquoi est-ce que je ressens cela ? Quelle est la pensée qui déclenche cette émotion ?» Cette petite distance que vous prenez avec votre émotion est souvent suffisante pour retrouver le calme et la clarté nécessaires à une réponse plus sage. La méditation est un outil puissant pour développer cette capacité à observer ses pensées et ses émotions sans s'y identifier. Chaque matin, en vous asseyant dans le calme pendant quelques minutes, vous pouvez apprendre à observer les vagues de pensées qui traversent votre esprit, sans les juger, sans chercher à les contrôler. Cet exercice de pleine conscience vous aide à comprendre que vos pensées et vos émotions ne sont que des phénomènes passagers, qu'ils vont et viennent comme des nuages dans le ciel. Cela vous permet de ne plus vous laisser emporter par elles, mais de les laisser passer, tout simplement. Un autre exemple concret de maîtrise des émotions se trouve dans les relations personnelles. Combien de disputes éclatent parce que nous avons réagi sous le coup de la colère, sans prendre le temps de réfléchir à nos mots. Peut-être que votre partenaire fait une remarque qui vous blesse, et votre première réaction est de riposter avec une autre remarque, tout aussi acerbe. Mais si, à cet instant précis, vous prenez une seconde pour respirer, pour analyser ce que vous ressentez et pourquoi, votre réponse peut être très différente. Vous pourriez décider de répondre avec calme, d'expliquer ce qui vous a blessé plutôt que d'attaquer en retour. Cette approche change non seulement la qualité de la discussion, mais elle renforce également la relation, car elle montre à l'autre que vous êtes prêt à écouter et à comprendre. La maîtrise de soi transforme nos relations, au travail comme dans notre vie personnelle. Imaginez un manager qui, sous la pression, réagit constamment de manière impulsive, en critiquant ses collègues sans réfléchir. Ces réactions brutales créent un climat tendu et découragent son équipe. Maintenant, imaginez ce même manager qui a appris à prendre une pause avant de parler, à analyser ce qu'il ressent et à choisir ses mots avec soin. Ses remarques deviennent constructives. Il sait reconnaître ses émotions, mais ne leur laisse pas le contrôle. Sa maîtrise émotionnelle ne signifie pas qu'il ne ressent plus de frustration, mais qu'il a appris à la transformer en énergie positive, en encouragement plutôt qu'en reproche. Cette simple différence fait de lui un leader plus respecté et plus inspirant. Contrôler ses émotions, c'est aussi apprendre à les utiliser comme des alliés plutôt que de les voir comme des ennemis. La peur, par exemple, est souvent perçue comme une émotion négative. Mais si vous prenez le temps de comprendre ce que cette peur vous dit, elle peut devenir un guide précieux. Peut-être qu'elle vous indique que vous vous apprêtez à sortir de votre zone de confort, à affronter un défi qui pourrait vous faire grandir. De la même manière, la tristesse peut être un signal qu'il est temps de laisser partir quelque chose ou quelqu'un, de tourner une page pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Chaque émotion a un message à nous transmettre, mais il faut la patience et la volonté de l'écouter pour le comprendre. Le stoïcisme ne nous demande pas de devenir insensibles, mais d'apprendre à reconnaître ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Si nous comprenons que la plupart de nos émotions sont déclenchées par notre interprétation des événements, nous reprenons le pouvoir sur nos réactions.
Nous ne sommes plus des marionnettes manipulées par chaque changement de situation. Nous devenons les maîtres de notre propre esprit, capables de rester calmes même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Imaginez un marin qui navigue en pleine tempête. Il ne peut pas contrôler la violence des vagues ni la force du vent, mais il peut choisir la manière dont il tient la barre, il peut ajuster ses voiles pour mieux faire face aux éléments. De la même manière, nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir comment nous orientons nos pensées et nos émotions face aux difficultés. Cette métaphore illustre parfaitement la philosophie stoïcienne. Être un capitaine de son esprit, ajuster sa perception pour traverser les tempêtes de la vie avec sérénité. Maîtriser ses émotions nous permet de naviguer dans la vie avec calme et assurance, mais cela ne suffit pas à nous rendre plus forts face aux épreuves. Il est également crucial de développer une résilience émotionnelle, cette capacité à rebondir après chaque coup dur, à transformer les difficultés en opportunités de croissance. Dans la prochaine partie, nous explorons ensemble comment le stoïcisme nous enseigne à pratiquer la résilience émotionnelle pour faire face aux épreuves avec un esprit plus fort et un cœur plus résilient. Restez avec nous pour découvrir les secrets d'une force intérieure qui ne fléchit pas. La résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle est une force intérieure qui se développe lorsque la vie nous met à l'épreuve. C'est la capacité à se relever après une chute, à faire face aux difficultés sans laisser la tempête intérieure prendre le dessus. Les moments de crise, bien que douloureux, sont des opportunités pour forger cette résilience. Car c'est dans la souffrance, la perte et les échecs que l'on découvre la profondeur de nos ressources intérieures. Comme l'a si bien dit Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cela signifie que, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, nous avons le pouvoir de choisir comment nous interprétons et réagissons aux événements. La résilience émotionnelle ne consiste pas à ignorer la douleur, mais à la transformer en force. Prenons un exemple concret. Imagine une personne qui perd soudainement son emploi, une situation qui pourrait être dévastatrice sur le plan personnel et financier. Dans un premier temps, le sentiment de perte est inévitable. L'inquiétude pour l'avenir, le sentiment d'échec, la peur de ne pas retrouver de stabilité. Mais au lieu de se laisser submerger par ses émotions, cette personne décide de changer sa perspective. Elle considère cet événement non comme une fin, mais comme une opportunité de réévaluer ses priorités, de se demander ce qu'elle veut vraiment accomplir. Elle commence à voir cette période de chômage comme un temps pour se former, pour explorer de nouvelles passions, pour retrouver un équilibre de vie qu'elle avait perdu dans la routine du travail. Cette attitude, ce changement de perspective, est le fondement de la résilience émotionnelle. La résilience, c'est aussi savoir accepter ce qui est hors de notre contrôle. Lorsqu'on traverse une crise, il est facile de tomber dans le piège de la victimisation, de se dire que la vie est injuste, que les circonstances sont contre nous. Mais en réalité, se concentrer sur ce que l'on ne peut pas changer ne fait que nous enchaîner à notre propre souffrance. Imaginez un sportif qui se blesse gravement et qui voit sa carrière mise en pause, voire terminée. Il pourrait choisir de se lamenter sur cette blessure, de ressasser ce qu'il aurait pu faire différemment pour l'éviter. Mais un esprit résilient choisira plutôt de se concentrer sur sa rééducation, sur les petits progrès quotidiens, sur les nouvelles opportunités qui s'ouvrent à lui, même si elles sont différentes de celles qu'il espérait. Il comprend que la vie ne suit pas toujours le plan que l'on avait tracé, mais que chaque déviation peut devenir un chemin vers quelque chose de nouveau. La méditation est un outil puissant pour développer cette résilience. Elle nous apprend à observer nos pensées sans nous y accrocher, à laisser passer les vagues émotionnelles sans nous noyer dedans. En méditant régulièrement, on devient plus conscient des pensées négatives qui surgissent lorsque la vie se complique. Plutôt que de laisser ces pensées dominer notre esprit, nous apprenons à les reconnaître et à les laisser s'évanouir, comme des nuages qui passent dans le ciel. Cela nous permet de ne pas nous identifier à la douleur ou à la colère, mais de les voir pour ce qu'elles sont, des émotions passagères, qui ne définissent pas notre être tout entier. Le journal de gratitude est une autre pratique qui renforce la résilience émotionnelle.
Noter chaque jour les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, même les plus petites, nous aide à réorienter notre esprit vers ce qui est positif, même au milieu de la tempête. C'est un exercice simple, mais incroyablement efficace pour changer notre état d'esprit. Imagine quelqu'un qui traverse une période de deuil, qui se sent perdu et accablé. Prendre quelques minutes chaque soir pour noter les bons moments de la journée, un sourire échangé, un coucher de soleil, le soutien d'un ami, peut l'aider à se rappeler que la lumière existe encore, même au milieu de l'obscurité. Ce n'est pas un remède miracle qui fait disparaître la douleur, mais cela permet de la porter avec un peu plus de légèreté, de ne pas sombrer complètement dans le désespoir. L'exercice physique, lui aussi, joue un rôle essentiel dans le développement de la résilience émotionnelle. Bouger son corps, se dépasser physiquement, nous rappelle que nous avons la capacité de surmonter les difficultés, de repousser nos limites. Quand on est au bord de l'épuisement lors d'un entraînement, et que l'on trouve en soi la force de continuer malgré tout, c'est une leçon que l'on peut appliquer à d'autres domaines de la vie. Le sport devient une métaphore de notre capacité à surmonter les épreuves. Chaque kilomètre couru, chaque poids soulevé est une preuve tangible que l'on est capable de faire face aux défis, même quand notre esprit nous dit que c'est impossible. La résilience émotionnelle se développe aussi à travers la visualisation négative, une pratique stoïcienne qui consiste à imaginer les pires scénarios pour mieux s'y préparer. Cela peut paraître contre-intuitif, mais en envisageant ce qui pourrait mal tourner, nous apprenons à relativiser nos peurs. Par exemple, si vous craignez de perdre un emploi, imaginez-vous dans cette situation et demandez-vous comment vous pourriez y faire face. Que feriez-vous pour rebondir? Qui pourrait vous soutenir? Cette pratique nous montre que même les pires scénarios ne sont pas insurmontables et que nous avons en nous la capacité de nous adapter. En nous préparant mentalement à ce qui pourrait arriver, nous renforçons notre confiance en notre capacité à affronter l'inconnu. En fin de compte, la résilience émotionnelle, c'est accepter que la vie soit imprévisible et difficile, tout en choisissant de rester debout face aux tempêtes. C'est un peu comme un arbre qui plie sous la force du vent, mais qui ne casse pas. Il accepte la puissance des éléments, mais reste solidement ancré dans le sol. À chaque tempête qu'il affronte, ses racines s'enfoncent un peu plus profondément, le rendant plus robuste. De la même manière, chaque épreuve que nous traversons nous offre la possibilité de renforcer nos racines intérieures, de devenir plus forts, plus sages. La résilience émotionnelle nous aide à transformer les épreuves en opportunités de croissance. Mais pour pleinement l'exploiter, il faut aussi savoir cultiver la compassion envers soi-même et envers les autres. La prochaine partie nous apprendra comment la bienveillance et l'empathie, envers nous et notre entourage, sont des alliés indispensables pour traverser les moments difficiles avec le cœur ouvert. Restez avec nous pour découvrir comment la compassion peut devenir une source de force et de guérison dans votre quotidien. La compassion envers les autres. Pratiquer la compassion, c'est apprendre à ouvrir son cœur aux autres, à écouter sans juger, à offrir de l'aide sans rien attendre en retour. Dans un monde où la performance et la compétition sont souvent valorisées, la compassion peut sembler être une faiblesse. Mais en réalité, c'est l'une des plus grandes forces que l'on puisse développer. Elle nous permet de nous connecter aux autres à un niveau plus profond, de créer des liens qui vont au-delà des apparences. Elle nous rappelle, comme le disait Épictète, que nous portons tous des fardeaux invisibles. Chacun, derrière ses sourires ou son silence, porte ses propres douleurs, ses propres peurs. La compassion, c'est la capacité de reconnaître cette souffrance, même si elle n'est pas visible. La compassion commence par soi-même. Avant de pouvoir véritablement comprendre les autres, il faut d'abord apprendre à se pardonner ses propres erreurs, accepter ses imperfections. Souvent, nous sommes nos pires juges. Nous nous accablons de critiques pour les fautes que nous avons commises ou les opportunités manquées. Mais cette attitude ne fait que nous enfermer dans un cercle de culpabilité et de regret. Apprendre à être plus doux avec soi-même, c'est le premier pas vers une compassion authentique envers les autres. Cela signifie accepter que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons le droit de faire des erreurs,
tant que nous en tirons des leçons. Ce pardon que l'on s'accorde, c'est le point de départ d'une nouvelle relation avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent. Prenons un exemple concret. Imagine un parent qui, épuisé par une journée de travail, perd patience avec son enfant pour une simple maladresse. Sur le moment, il se sent coupable, accablé par la sensation de ne pas être à la hauteur. Mais s'il apprend à se pardonner, à comprendre que sa réaction était le reflet de sa propre fatigue et non de son manque d'amour, il devient capable de faire preuve de la même indulgence envers les autres. Il se rend compte que la colère de son collègue ou l'agacement de son conjoint peuvent aussi être le résultat de journées difficiles. Plutôt que de réagir avec irritation, il peut choisir d'écouter, de comprendre ce qui se cache derrière ses comportements. Cette capacité à voir au-delà des apparences, à reconnaître la douleur sous la surface, est le cœur même de la compassion. La compassion ne signifie pas nécessairement être d'accord avec tout le monde ou tout accepter. Il s'agit plutôt de reconnaître la réalité de l'autre, de valider son expérience, même si elle est différente de la nôtre. C'est accepter que chacun a son histoire, ses batailles intérieures, et que ces batailles peuvent le rendre plus vulnérable. Imagine un collègue qui, chaque matin, semble de mauvaise humeur, qui n'offre jamais un sourire. Plutôt que de le juger, la compassion invite à se demander ce qu'il traverse, à envisager que peut-être il fait face à une situation personnelle difficile dont personne n'a connaissance. Cette simple ouverture de cœur peut changer la dynamique d'une relation. Plutôt que de créer un mur entre nous et les autres, elle nous pousse à tendre une main, à offrir un sourire, un mot de soutien. Ces gestes simples peuvent faire une différence immense dans la vie de ceux qui les reçoivent. La compassion, c'est aussi offrir sans rien attendre en retour. Dans une époque où tout est souvent transactionnel, où l'on mesure ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, la vraie compassion se distingue par sa gratuité. Il s'agit de faire le bien pour le bien, parce que cela nous enrichit intérieurement, parce que cela donne un sens plus profond à notre existence. Lorsque l'on tend la main à quelqu'un dans le besoin, sans attendre de reconnaissance ou de remerciement, on découvre un sentiment de satisfaction qui va au-delà de l'ego. Cela crée en nous un sentiment de connexion à quelque chose de plus grand, à une humanité partagée. Et paradoxalement, c'est souvent dans ces moments où nous donnons sans attendre que nous recevons le plus, sous la forme de gratitude sincère, de respect ou simplement de la sensation d'avoir agi selon nos valeurs. Mais pour pratiquer la compassion, il faut aussi accepter que cela ne signifie pas toujours être compris ou apprécié en retour. Offrir de l'aide ou de la compréhension à quelqu'un ne garantit pas qu'il répondra de la manière que l'on espère. Parfois, notre geste sera mal interprété ou même ignoré. Mais la compassion nous apprend à persévérer malgré cela, à ne pas nous décourager. Elle nous rappelle que l'essence de notre action réside dans l'intention et non dans la réponse de l'autre. En agissant avec compassion, nous nous alignons sur nos valeurs, nous devenons la personne que nous aspirons à être, et c'est là que réside la véritable récompense. La compassion nous rend également plus humains, car elle nous reconnecte à notre vulnérabilité commune. C'est en reconnaissant la douleur chez l'autre que nous apprenons à mieux accepter la nôtre. C'est un échange silencieux, une reconnaissance mutuelle que, malgré nos différences, nous partageons tous les mêmes émotions fondamentales. La peur, la tristesse, la joie, le besoin de connexion. En pratiquant la compassion, nous créons un espace où l'autre peut être pleinement lui-même, sans masque, sans honte. Et cet espace est rare et précieux dans un monde où l'on se sent souvent obligé de cacher ses faiblesses. La compassion envers les autres enrichit nos vies de manière insoupçonnée. Elle nous permet de bâtir des relations plus profondes, plus sincères, parce qu'elles sont fondées sur une acceptation mutuelle et une compréhension réelle. Lorsque nous offrons cette compassion à notre entourage, nous plantons les graines d'un environnement de confiance, où chacun se sent respecté et valorisé pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il pourrait apporter. Nous devenons un refuge pour ceux qui traversent des moments difficiles, un soutien discret mais constant. Et en retour, nous découvrons que notre propre vie se remplit de la richesse de ces échanges humains authentiques.
La compassion est une clé pour renforcer nos liens et nous reconnecter à notre humanité partagée. Mais pour continuer à avancer sur ce chemin de transformation personnelle, il est tout aussi important de comprendre comment utiliser notre énergie de manière judicieuse, en concentrant nos efforts sur ce que nous pouvons réellement contrôler. Dans la prochaine partie, nous explorons ensemble la dichotomie du contrôle, chère aux stoïciens, pour apprendre à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne l'est pas. Restez avec nous pour découvrir comment cette leçon essentielle peut alléger votre esprit et transformer votre perspective sur la vie. Le pouvoir de la gratitude. La gratitude est une pratique qui a le pouvoir de transformer la manière dont nous percevons le monde qui nous entoure. Elle nous aide à réorienter notre esprit, à déplacer notre attention des manques et des frustrations vers les richesses, souvent ignorées, de notre quotidien. Dans une époque où la comparaison avec les autres et la course au toujours plus domine, pratiquer la gratitude est une véritable révolution intérieure. Marc Aurèle, grand penseur stoïcien, nous invitait à ne pas être ingrats pour ce que nous possédons en cherchant toujours ce qui nous manque. Cet enseignement rappelle que la source de notre bonheur réside moins dans ce que nous accumulons que dans la manière dont nous savons apprécier ce que nous avons déjà. Pratiquer la gratitude ne signifie pas ignorer les problèmes ou se forcer à être optimiste en toutes circonstances. C'est plutôt un art de reconnaître ce qui va bien, même quand tout ne va pas pour le mieux. Un simple exercice, comme celui de noter chaque jour 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, peut avoir un impact profond sur notre mental. Au début, ces choses peuvent sembler banales. Un rayon de soleil le matin, une conversation agréable avec un ami, un repas délicieux. Mais au fur et à mesure que l'on s'habitue à cet exercice, on réalise que la vie regorge de ces petites bénédictions et que nous passons souvent à côté par simple habitude. Prenons l'exemple de quelqu'un qui traverse une période de stress au travail. Chaque jour, il se sent submergé par les responsabilités, il craint de ne pas être à la hauteur et a l'impression que tout va mal. Mais en s'astreignant à cet exercice de gratitude, il commence à voir les choses différemment. Un matin, il note sa reconnaissance pour un collègue qui lui a offert son aide sur un projet difficile. Le lendemain, il écrit qu'il est reconnaissant pour le café chaud qu'il a réconforté avant une réunion stressante. Puis, il remarque la beauté d'un coucher de soleil qu'il avait oublié de regarder depuis des mois. Ces petites notes de gratitude ne font pas disparaître les défis de son quotidien, mais elles lui rappellent que, même dans les périodes de tension, il y a toujours des moments de douceur à apprécier. Et cela change sa manière de vivre ses journées, en y injectant une dose de lumière, de calme, de positivité. La gratitude nous apprend aussi à percevoir les difficultés comme des opportunités de croissance. Chaque épreuve, chaque obstacle peut être vu sous un autre angle. Bien sûr, sur le moment, il est normal de ressentir de la frustration ou de la tristesse face à un revers. Mais en prenant du recul, en cherchant à voir ce que cette difficulté a pu nous apporter, nous découvrons souvent une leçon, une force nouvelle. Par exemple, une personne qui a perdu son emploi pourrait facilement se concentrer sur l'aspect négatif de la situation. La perte de revenus, l'incertitude, la peur du lendemain. Mais en pratiquant la gratitude, elle pourrait aussi reconnaître que cette période lui offre du temps pour réfléchir à ses véritables aspirations, pour envisager un nouveau départ, peut-être même pour se réorienter vers une carrière plus en accord avec ses valeurs. C'est une façon de se dire, oui, cette épreuve est difficile, mais elle m'a donné l'opportunité de me poser des questions importantes, de redécouvrir mes forces et mes désirs. La gratitude change la manière dont nous abordons notre quotidien, et cela finit par impacter toutes les sphères de notre vie. En cultivant cette habitude, on devient plus attentif aux petites joies, on développe une sensibilité accrue aux moments de bonheur simple. Par exemple, au lieu de se concentrer sur les désagréments d'une journée pluvieuse, on pourrait apprécier le calme apporté par le bruit de la pluie sur les fenêtres, ou le confort d'un moment passé au chaud à lire un bon livre. Au lieu de se plaindre des embouteillages, on pourrait reconnaître que ce temps forcé passé dans la voiture nous offre l'occasion d'écouter un podcast inspirant ou de réfléchir à nos projets.
Ce changement de perspective ne signifie pas que l'on devient aveugle aux problèmes, mais plutôt que l'on choisit de ne pas les laisser occuper tout notre esprit. La gratitude nous enseigne aussi l'humilité. Elle nous rappelle que, malgré nos efforts et notre volonté de tout contrôler, il y a des aspects de notre vie qui dépendent de la générosité de la nature, du soutien des autres ou tout simplement de la chance. Chaque respiration que nous prenons est un cadeau. Chaque matin où nous nous réveillons en bonne santé est une bénédiction. Trop souvent, nous tenons ces choses pour acquises jusqu'au jour où elles nous manquent. En prenant le temps de reconnaître leur valeur, nous nous reconnectons à cette réalité plus vaste, qui dépasse nos préoccupations personnelles et nous relie à quelque chose de plus grand. Cela peut être aussi simple que de dire merci à la personne qui nous sert un café, de remercier un ami pour sa présence, ou même de reconnaître le privilège de pouvoir marcher librement sous un ciel étoilé. Le journal de gratitude, au-delà de ses effets immédiats sur notre morale, crée un changement profond dans notre cerveau. Des études scientifiques ont montré que le simple fait de se concentrer sur ce qui va bien active les circuits de la récompense dans notre cerveau, libérant des hormones comme la dopamine, qui nous procurent un sentiment de bien-être. Avec le temps, cette habitude peut même nous rendre plus résistants au stress, car notre esprit apprend à se concentrer sur les aspects positifs, même au milieu de la tempête. La pratique de la gratitude a aussi un impact direct sur nos relations avec les autres. Lorsque nous apprenons à être reconnaissants pour les petites attentions, les gestes de gentillesse, nous devenons plus enclins à les remarquer et à les exprimer. Dire merci sincèrement, apprécier les efforts de ceux qui nous entourent, c'est semer les graines de relations plus profondes et plus harmonieuses. Cela montre aux autres que nous ne les tenons pas pour acquis, que nous reconnaissons leur valeur. Et en retour, cela inspire souvent chez eux le désir de faire de même. Une atmosphère de gratitude est contagieuse. Elle crée un cercle vertueux de bienveillance et de positivité. La gratitude nous permet de vivre chaque jour avec un cœur plus léger, en appréciant ce que la vie nous offre plutôt que de nous concentrer sur ce qui manque. Mais pour continuer à avancer sur ce chemin de transformation intérieure, il est tout aussi important de trouver des moments de silence et de calme pour approfondir cette pratique. Dans la prochaine partie, nous explorerons ensemble l'importance du silence et comment il peut nous aider à mieux nous connecter à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Restez avec nous pour découvrir le pouvoir apaisant du silence et sa capacité à enrichir notre esprit. Conclusion. Ne laisse jamais les autres te faire croire que tu ne mérites pas ce que tu veux. Chacun de nous a une voie à suivre, des rêves à poursuivre, et la plus grande erreur que l'on puisse faire est de laisser les jugements extérieurs définir ce qui est possible pour nous. La vie est un cadeau précieux, une seule et unique chance de vivre pleinement. Alors ne te laisse pas détourner de ce qui te rend véritablement heureux. Peut-être que certains te diront que tes ambitions sont trop grandes, que tes rêves sont irréalistes, mais souviens-toi, leur perception de tes capacités n'a rien à voir avec ta véritable valeur. C'est toi, et toi seul, qui peux décider de la vie que tu veux mener. La vie ne se présente qu'une fois, alors saisis chaque opportunité et ne laisse pas les doutes des autres devenir les tiens. Chaque jour est une chance de devenir la meilleure version de toi-même. Cela ne signifie pas atteindre la perfection, mais plutôt avancer, pas à pas, vers un toi plus authentique, plus aligné avec tes valeurs profondes. Même dans les jours où tout semble sombre, où le chemin est obscurci par les doutes et les difficultés, rappelle-toi que la lumière finit toujours par percer les nuages. Les périodes de crise sont des opportunités cachées pour grandir, pour renforcer ta résilience émotionnelle et pour découvrir des forces que tu ne pensais pas posséder. C'est dans l'adversité que l'on apprend le plus sur soi-même, que l'on forge le caractère nécessaire pour affronter les défis de demain. La vision est souvent floue au départ, comme un paysage que l'on entrevoit à travers le brouillard. Mais à mesure que tu avances, pas à pas, cette vision s'éclaircit. Ce qui semblait inatteignable devient peu à peu plus clair, plus réalisable. C'est la persévérance, la foi en toi-même et la volonté de continuer malgré les obstacles qui te mèneront vers ce futur que tu désires. Fais-toi confiance, même quand le doute s'immisce, même quand la peur te murmure que tu n'en es pas capable.
Car c'est justement cette confiance qui te permettra de transformer les incertitudes en défis surmontables et les échecs en tremplin pour te rapprocher de tes aspirations les plus profondes. La vie est trop courte pour être vécue dans les regrets, trop précieuse pour être gaspillée à suivre les attentes des autres. Elle mérite d'être vécue pleinement, en accord avec tes propres rêves, tes propres désirs. Cultiver cette sagesse, c'est apprendre à savourer chaque moment, à voir la beauté dans les petites choses, à ne pas se laisser emporter par les inquiétudes sur ce qui pourrait arriver. C'est choisir de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et de lâcher prise sur le reste. C'est un chemin de croissance continue, de découverte de soi et de paix intérieure. Alors, si cette vidéo t'a apporté un peu de lumière, si elle t'a inspiré à avancer avec plus de confiance sur le chemin de ta vie, n'hésite pas à la liker, à la partager avec ceux qui en ont besoin et à t'abonner à la chaîne Sagesse en Évolution. Active la cloche de notification pour être le premier à découvrir les prochains contenus et reste avec nous pour continuer à grandir ensemble. À bientôt pour une nouvelle aventure et d'ici là, prends soin de toi et continue de cultiver la sagesse qui sommeille en toi.